Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment ça va? Salut Matt, ça va et toi? Ben ça va. Il y a de la maladie qui court. Les petits enfants nous ramènent toutes sortes de virus. Ça a l'air qu'on a passé le gros virus de la COVID, mais qu'on a récupéré maintenant nos anciens petits virus qui courent tous les jours. Et puis, si je déraille aujourd'hui, veuillez m'en excuser. Je sais que je déraille de base beaucoup, mais là, je risque de dérailler encore plus aujourd'hui. T'inquiète pas, je suis là et bonne nouvelle quand même parce que je sais que t'as sorti ta moto et que ça y est, les beaux jours sont arrivés et que t'as l'air très heureux. Donc moi, je suis très heureuse pour toi, que tu sois heureux. Oui, vraiment. C'est ce que je dis tout le temps. Ce qui est drôle, c'est que un 10 degrés en automne ici au Québec, c'est pas la même chose qu'un 10 degrés au printemps. Tu verrais ça ici au Québec. Dès qu'il fait 10 degrés à l'automne, les gens ils mettent leurs grosses doudounes, leurs manteaux, tout ça. Et quand il fait 10 degrés au printemps, même température, hein. Alors là, on est en sandales, on est en t-shirt, tellement qu'on veut provoquer le printemps et ça, on a vraiment hâte. On a une petite émission aujourd'hui. Tu vois, ça commence déjà à dérailler. Mais avant, on va passer dans les fondamentaux. On remercie déjà beaucoup de personnes qui ont utilisé le gros bouton jaune. N'oubliez pas de nous aider avec le gros bouton jaune. Il y a beaucoup de gens qui le font et qui font qui ont la bonne idée de le mettre mensuellement. Alors merci infiniment. Et on rappelle la promesse. On continue à faire 2 épisodes par mois tant que vous nous aidez avec le gros bouton jaune pour payer nos frais fixes et tout ce qu'on a à payer en temps normal qu'on met de côté pour faire ce 2e enregistrement par mois. Oui, merci pour vos dons. Et alors, il y a eu une petite rechute. Hein. On reste enthousiaste, mais moi qui surveille un peu ça de près, on a une petite rechute. Donc, clairement, c'est vrai que l'abonnement mensuel... Alors justement, nous allons en parler parce que il y a différents types d'abonnements. Ça va être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais même 1 euro par mois de soutien au podcast, c'est un euro sur lequel on va pouvoir compter chaque mois. Donc, au lieu de donner 10 euros d'un coup, n'hésitez pas à donner, par exemple, 1 euro par mois de manière récurrente. C'est bon pour notre morale et en effet, ça nous aide à avancer et à proposer 2 épisodes par mois, malgré le petit retard qu'on a pris au mois de mai. Mais il y a tellement de vacances et de ponts que voilà, il s'est passé... Puis Zelda est sorti, alors voilà, moi j'ai tout oublié. Ouais, j'ai vu ça. Mais bref. Tu sais ce qui nous aide aussi beaucoup à part le gros bouton jaune? Et oui, les bonnes notes sur Apple Music, sur Apple Podcast, les 5 étoiles et vos commentaires toujours super, toujours motivants et clairement plein de bienveillance. Donc merci. Alors, tu nous lis le premier? Oui, et puis le premier, c'est vraiment l'esprit de l'émission. Le titre, c'est une discussion avec des potes de Watian. J'ai l'impression de discuter avec des potes, d'écouter les avis de personnes normales, avec entre guillemets, parce que tout le monde n'est pas normal des fois dans les podcasts. J'ai adoré l'épisode sur la surconsommation. Bravo, continuez. Merci. Alors on a aussi Tium0 qui nous dit « Surtout ne changez rien, quel bonheur d'écouter ce duo magique ». Waouh, trop mignon. J'adore Ne changez rien, vos analyses apportent un angle différent, très intéressant. Vous vous posez très souvent des questions que l'on n'entend pas dans les autres émissions et ça fait du bien. On a l'impression d'être avec vous autour d'un café ou d'une bière, merci encore. Toujours dans le même esprit qui vient de Gab1 souligné 01. Tu te reconnaîtras dans ton nickname. Super podcast. Salut Matt, salut Audrey. Tous les jours, j'écoute votre podcast. Alors, probablement que tu rattrapes les dernières années en ce moment parce que on en fait juste aux 2 semaines. Moi-même, j'adore l'écosystème Apple. J'apprends tous les jours énormément de choses dans ce podcast. Il y a toujours de la bonne humeur. Continuez comme cela. J'adore. Merci beaucoup à toi, Gab1 souligné 01. J'insiste pour bien dire les On se moque pas des noms. Non, on se moque pas des noms.
On va aller tout de suite dans la partie quoi de neuf. Quoi de neuf chez Apple. J'essaie de recenser les actualités qui ont marqué les dernières semaines. Et puis, je vous le cacherai pas, j'aime bien Mac Génération. Alors, les actualités viennent souvent de Mac Génération. Et là, en l'occurrence, elles viennent toutes de Mac Génération. Alors, la première, on en avait déjà parlé dans une des émissions et il semble que il y a des changements ou en tous les cas qui se passent des choses. Les smartphones seraient le bâton dans les roues des constructeurs automobiles. L'actualité fait référence au fait que GM, General Motors, qui est un gros fabricant, plus le premier, mais qui est quand même un poids lourd de l'industrie automobile, a décidé à partir de 2024, de retirer CarPlay de ses véhicules. Et dans l'article de Mac Génération, on se rend aussi compte que il y a une espèce de tendance dans les constructeurs, les nouveaux. Tesla a sa propre interface dans ses autos. Rivian ou les autres nouvelles compagnies qui arrivent sur le marché ont leurs propres interfaces. Essaient de donner une expérience utilisateur ou conducteur intéressante. Et là, General Motors, qui était dans les premiers au début à inclure CarPlay, je pense que ça fait presque 10 ans maintenant que CarPlay existe, a décidé de mettre ça de côté. Et on se rend compte dans l'article que c'est peut-être pas forcément parce que ils veulent le bien des conducteurs, mais je pense qu'ils veulent votre bien, oui, parce qu'ils ils veulent avoir des abonnements. On va en parler dans l'émission, mais vous allez voir, l'industrie de l'abonnement, elle vend en poupe en ce moment. Et puis General Motors voit qu'ils pourraient peut-être faire des sous-sous sur chaque mois, sur certains abonnements que vous feriez via l'entremise de votre véhicule. Toi, Audrey, est-ce que tu as CarPlay dans ton véhicule? Écoute, c'est marrant qu'on en parle parce que j'ai changé de voiture fin 2019, dans 2020. Je suis passée sur une Zoé, on en avait déjà parlé dans ce podcast. Et clairement, j'aurais trop aimé avoir CarPlay. Et puis, il y a Peugeot, je crois, qui a sorti une petite voiture électrique où en fait, tu n'avais pas d'écran, tu avais juste un support pour téléphone. Et ils se sont dit, mais tout le monde a son téléphone. Tout le monde a toute sa musique, son GPS, tout sur son téléphone. Donc pourquoi on irait encore intégrer un écran qui demande des mises à jour, qui demande parfois un abonnement, qui coûte hyper cher quand ça tombe en panne. Je crois que c'est dans les 600 € quand ça tombe en panne. Donc waouh, c'est presque le prix c'est le plus cher qu'un iPhone SE. Donc je trouvais que cette logique du constructeur était bonne. Alors bien sûr, c'est sur une voiture d'entrée de gamme. Je pense qu'ils ont, au lieu de dire on va pas vous mettre un écran pourri, utilisez votre smartphone, ils ont trouvé un argument marketing pour nous positif, tu vois, en disant en fait vous avez votre smartphone, on n'a pas besoin de vous mettre un écran. Du coup la voiture est moins chère. Bref, tout ça c'est des arguments marketing, mais en tout cas moi c'est vrai que j'ai longtemps hésité, je voulais vraiment avoir CarPlay et en fait je me suis dit au final ça a augmenté le type ça a augmenté le prix d'achat puisque c'était une autre gamme de voitures et j'avais clairement pas envie de mettre autant d'argent dans un véhicule. Donc j'accroche mon téléphone encore à l'ancienne et en fait j'ai même pas d'écran en fait, j'ai juste un autoradio Bluetooth, donc ça me suffit largement pour ma musique et peut-être la prochaine voiture, mais non, celle-là n'a pas CarPlay, tant pis, à un moment Ouais, et puis tu sais, essentiellement, dans un véhicule, il faut conduire. Bon, je comprends que le vidéo divertissement pour le passager peut être important, mais à ce moment-là, il prend, comme tu dis, son téléphone et puis il fait ce qu'il a à faire sur son téléphone. Quand tu conduis, il faut faire attention. Il y a des avantages avec CarPlay qui sont indéniables, de recevoir ses SMS, de pouvoir répondre, de pouvoir... c'est beaucoup plus simple que d'y aller avec son téléphone, mais quand vous avez un bon support, effectivement, ça peut être très agréable. Juste pour finir, en fait, là-dessus, ce qui me fait rire, c'est que ma frangine, elle a une Mercedes avec, tu sais, les écrans qui vont du conducteur au passager, quoi. C'est énorme. Ouais. Et en fait, elle affiche quoi sur ces écrans? Elle affiche la pochette de la radio qu'elle écoute. Ouais. Et en fait, je me dis, mais du coup, ça sert à rien. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc accessoire. C'est devenu un argument de vente chez les constructeurs automobiles. Mais clairement, j'ai l'impression que c'est quand même très tape à l'œil. Alors ça épate le passager, c'est sûr que tu t'en prends plein la vue. Mais au final, quand tu conduis, en fait, tu conduis et la moitié du temps, l'assistant Mercedes, il comprend pas quand on veut dire un texto. Enfin, énoncer du texte, un SMS, ça marche pas. Enfin, franchement, c'est pas du tout abouti. CarPlay est quand même en avance là-dessus. Mais voilà, ça reste une option et c'est
je pense pas que ça doit être un argument de choix d'un véhicule. Si c'est bien, si on l'a, tant mieux. Sinon, ça sera pour la prochaine. Ben voilà, monsieur de GM qui voulait retirer CarPlay, c'est tant pis pour vous, parce que de toute façon, on ne l'aurait pas pris, Audrey et moi. Mais bref, l'idée dans l'article, c'est tout simplement d'aussi d'avoir les données, en tout cas c'est ce qu'ils disent, d'avoir les données du conducteur et puis de pouvoir les revendre. Alors vous comprenez toute l'industrie qu'il peut y avoir en arrière qui, quand on a CarPlay, on est un petit peu plus protégé. En tout cas, c'est ce que l'article semble dire. Deuxième article, en fait, c'est 2 articles qui recentralisent, en reviennent à un, en fait. Je t'ai vu réagir sur les médias sociaux par rapport à cette actualité-là. Ça y est, ça s'en vient, Audrey. On va avoir des gros outils de production vidéo sur nos tablettes. Final Cut Pro arrive. Il y a aussi Logic Pro pour faire de l'audio. Alors, l'article nous dit que ce sera pas tout à fait le même Final Cut Pro que tu as sur ton ordinateur. Il va avoir des spécificités, mais ce qu'on comprend, c'est que dans la stratégie d'Apple, les gros phares de production audio-vidéo vont se retrouver dans la logique mobilité. Alors, ceux qui sont full tablette, peuvent juste s'en réjouir. Tu sais, j'ai écouté Mac Rumor, le podcast, et puis là-dedans, il y avait les gars qui débattaient, puis ils disaient, moi, je suis à 90% sur ma tablette, mais le 10% que je fais, c'est encore pour faire du montage audio, du montage vidéo. Évidemment, c'est des créateurs de contenu. Puis ils étaient très enthousiastes d'avoir ces applications-là. Il y en a même un qui disait... ça fait tellement longtemps que j'ai acheté ma licence de Final Cut Pro que finalement, je me sens pas mal d'avoir à payer un abonnement mensuel pour Final Cut Pro. Et je t'ai vu réagir par rapport à ça dans les médias sociaux, puis je voulais en parler avec toi. Ça te fait quoi de payer un abonnement supplémentaire quand tu as déjà payé Final Cut Pro pour ton Mac, Audrey? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Final Cut Pro, c'est une licence à 350 €. Ouais. Donc, c'est pas rien. Surtout si on fait du montage vidéo pour YouTube et que gagner 350 € sur YouTube, ça demande quand même pas mal de vues et de boulot derrière. Donc, c'est pas un prix anodin quand on est créateur de contenu, et surtout qu'on n'est pas non plus à gagner des milliers d'euros par mois avec ce qu'on produit. Alors, j'ai un peu râlé parce que je me suis dit, le principe général de l'App Store, c'est que quand tu achètes une app pour l'un de tes appareils, logiquement, tu peux l'avoir gratuitement sur tes autres appareils. Jusque-là, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, quand j'ai vu que ça allait être un abonnement, et que du coup, la version pour iPad de Final Cut Pro n'était pas offerte aux gens qui l'avaient acheté sur Mac alors qu'on passe par l'App Store, j'ai trouvé ça un peu chiche de la part d'Apple. Je me suis dit, ils auraient pu flatter les clients, les bons clients qui achètent des logiciels, parce qu'il y a plein de gens qui piratent Final Cut Pro aussi, il faut pas l'oublier. Donc j'aurais été agréablement surprise qu'ils fassent un petit geste en disant vous l'avez acheté pour le Mac, vous l'avez gratuitement sur l'iPad. C'est pas le cas, ou c'est pas encore le cas, peut-être qu'ils vont nous écouter. Après, j'en ai parlé avec Guillaume Jette aussi, qu'on a reçu plusieurs fois dans cette émission, et qui m'a dit ouais, mais il y a un gros boulot de développement derrière. Alors certes, après l'abonnement va être autour de 5 € par mois, c'est pas énorme. Moi, je voyais ça juste comme un geste commercial. Apple fait rarement des gestes commerciaux, donc j'aurais même pas dû espérer ça, mais voilà, sur le coup, ça m'a fait tiquer en me disant, mais attends, moi je l'ai déjà acheté, je l'ai acheté sur l'App Store, pourquoi je l'aurais pas gratuitement sur l'iPad? C'était une logique qui s'applique aux autres développeurs, donc pourquoi sur ce coup-là, Apple n'a pas fait ça? C'était vraiment, ça partait de là mon interrogation. Et puis après, je me suis quand même dit que il y avait énormément d'applications de montage sur mobile et sur tablette, avec des abonnements très peu chers, 3-4 € par mois, et qui intègrent des formats de réseaux sociaux pour faire des stories, pour faire tout ça, chose que ne fait pas du tout iMovie ou Final Cut Pro, en fait. Si je me trompe pas, si on veut faire un montage vidéo pour une story ou pour un réel sur Instagram, il n'y a pas de format prédéfini, enfin on peut... Il n'y a pas de pré-format établi, on va dire, pour les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'Apple veut venir concurrencer ces applications-là au niveau du prix.
Et peut-être que du coup, j'ai hâte de voir si la version de Final Cut Pro sur iPad va intégrer les réseaux sociaux et un peu mettre le pied en 2023, quoi. Tu vois, l'autre jour, je voulais faire un montage vite fait sur mon iPhone, donc je lance iMovie et en fait, il est toujours au format 16/9 des paysages et du coup, ça allait pas. J'ai pas trouvé, il y avait pas l'option pour faire du 16/9 à la verticale, donc c'est des trucs cons, mais du coup, tu vas voir une autre app, tu cherches autre chose. Donc tu sors du giron d'Apple et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu vas faire tes montages toi maintenant sur ton iPad ou est-ce que tu les fais déjà? Non, j'ai testé j'ai testé LumaFusion qui est une pas mal bonne application sur sur iPadOS en fait, puis sur iOS. Au niveau des formats, je suis surpris parce que tu savais qu'Apple avait une petite application qui s'appelait Clips pour des petits formats médias sociaux. Ça peut être intéressant aussi à utiliser. Ah oui, t'as raison. Je l'avais complètement oublié cette application. Ouais, donc oui, j'ai pas du tout pensé à utiliser cette appli. Mais bon, mais elle coule pas. Puis elle est gratuite. Puis pour vrai, elle gagne à être connue. Hein. Je vous le dis, là, cette petite application-là, elle est chouette. On peut faire plusieurs formats. On peut importer des vidéos, des photos. Vous pouvez même parler avec votre Memoji. C'est quand même assez chouette comme petite pour les médias sociaux. Mais moi, c'est ça. J'ai LumaFusion sur l'iPad. Je l'ai essayé un petit bout de temps. J'ai fait beaucoup de vidéos sur mon Mac et j'aime bien le faire sur mon Mac. J'ai même d'ailleurs acheté un MacBook Air justement pour ça parce que je trouve que pour la vidéo ou même l'image, tu sais, Photoshop ou des logiciels comme ça d'image, je suis un vieux comme tu disais l'autre fois et j'aime avoir un curseur pour avoir un niveau de précision un petit peu plus performant. Ouais. Alors là, justement, ce qui est intéressant avec Final Cut Pro sur iPad, il y a deux choses qui m'intéressent beaucoup. C'est la fameuse roue qui va permettre, je pense, de naviguer dans la timeline pour faire son montage et l'intégration de l'Apple Pencil. On va pouvoir dessiner comme ça sur une vidéo pour faire des effets et ça, j'ai hâte d'essayer parce que parfois, moi, je me retrouve, moi qui suis pas du tout artiste dans l'âme, enfin... J'aimerais bien, mais je suis nulle. Parfois, je me dis, je mettrais bien un petit mouvement, une petite flèche pour indiquer, il faut cliquer là ou faire un petit truc sympa. Et en fait, avec les moyens que j'ai, j'y arrive pas en fait. Enfin, c'est pas simple, donc j'ai jamais cherché plus loin. Et là, du coup, cette fonctionnalité-là, elle me plairait bien. Je vais te référer une application pendant l'émission. Je vais te la chercher, qui est spécialisée justement à faire des effets comme ça pour des montages vidéo. Bref. Vous l'aurez compris, depuis le début des actualités, je vous parle d'abonnement, mais c'est le sujet aujourd'hui de l'épisode que Audrey nous propose. Où en sommes-nous avec les abonnements en ligne? Parce que c'est pléthore maintenant d'abonnements, tout est abonnement. Netflix, on était habitué, mais dans l'App Store, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une application, 1, gratuite, de qualité, 2, en dehors de celle d'Apple, hein. 2, une application sans abonnement, et puis en plus des fois de l'abonnement, t'as de l'achat intérieur. Bref, on sort souvent le portefeuille, je trouve, au niveau des applications, beaucoup plus qu'avant. Je sais pas si tu te rappelles, avant on achetait des applications à $1, puis on était content au niveau de la mobilité. Maintenant, c'est rare d'avoir une application à $1 ou à €1. Et puis, même sur nos Mac aussi, les abonnements font foison. Il y en a plein partout. En fait, c'est un peu logique ce qui est en train de se passer parce que tu vois, par exemple, moi, quand je travaillais dans le magazine Compétences Mac, donc pendant 10 ans, j'ai écrit des articles. On vendait un magazine. Donc, en fait, on avait une source de revenus qui nous permettait d'offrir du contenu en ligne gratuit. On se disait, on a un blog, on publie des astuces, des choses comme ça gratuitement parce que la vente du magazine nous permet de vivre et d'avoir un salaire. Là, aujourd'hui, comme tout est dématérialisé, et moi-même sur mon site, j'ai un club avec un abonnement, en fait, comme tout est dématérialisé, il faut faire de la vente en ligne et de la vente régulière pour avoir un minimum de revenus sûrs, en fait, qui tombent garanti ou stable, hein, effectivement. Et je pense que c'est pareil pour les développeurs et notamment les petits développeurs puisque s'ils se disent je crée une super application mais je la vends 4 € et qu'à mon niveau je ne vais toucher que 5 000 ou 10 000 personnes,
ça va pas me faire vivre toute l'année, tu vois. Enfin, donc les abonnements permet d'avoir un revenu régulier, en fait, que ce soit Netflix ou un petit développeur. La clé de la longévité, c'est les abonnements, malheureusement. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'utilisateurs, moi j'ai les deux côtés, créateur et utilisateur, donc je vois bien à quel point ça peut s'additionner et à la fin du mois, on peut se dire waouh, ça m'a coûté tout ça d'être abonné à droite à gauche. Donc c'est pour ça qu'on fait cet épisode aussi, pour vous dire que il y a une gestion des abonnements qu'il faut mettre en place. Parce que si on reste abonné à des services qu'on n'utilise pas, déjà on gaspille de l'argent. Et il y a quand même des moyens, depuis l'iPhone, de piloter ces différents abonnements. Donc on va voir déjà quelles sont les différentes formes d'abonnements aujourd'hui. Alors, on a les abonnements, on va dire, qu'on va garder quasiment toute l'année, j'ai envie de dire, c'est les abonnements aux services. Par exemple, iCloud, c'est iCloud Plus, du coup, c'est un abonnement, on va pas le résilier d'un mois à l'autre. C'est qu'il y a un moment où, une fois qu'on est abonné, je pense que la majorité des gens restent abonnés, puisque on a stocké nos photos, on a la gestion de nos mots de passe qui est synchronisée. Enfin bref, iCloud apporte énormément de choses. Donc ça, c'est le genre d'abonnement qu'on va garder toute l'année. Alors j'avais mis aussi Google Drive pour tout ce qui est stockage en ligne backup, dans des quantités assez élevées. Il y a des gens qui stockent énormément de choses en ligne, donc un peu comme iCloud, on a ça. Et puis par exemple la livraison Prime d'Amazon, où en général aussi on reste abonné toute l'année. Qu'est-ce que t'en penses des abonnements qu'on désactive pas en fait? Moi, j'aime payer, c'est pas ça que j'allais dire. J'aime jamais payer. Mais quand je suis obligé de payer sur des services que je sais que je vais garder dans l'année, j'aimerais qu'on m'offre un abonnement annuel avec un rabais. Typiquement, moi, je suis abonné à YouTube Premium parce que je déteste la publicité, puis parce que les créateurs ils ont une certaine rétribution assurée là-dessus. Alors je trouve que c'est le bon service. Alors j'ai un rabais quand je le prends à l'année. Alors ça tu vois, j'aime ça. Prime, c'est pareil. Quand tu le prends à l'année, c'est cool. Par contre, Apple One, j'ai pas le moyen d'avoir mon petit rabais à l'année. Faut que je le paye mensuellement. Alors, quand c'est un service à l'année, étant donné que je donne une garantie de stabilité, je m'attends à avoir un petit rabais. Et puis, tu sais, je travaille dans le cloud, dans l'infonuagique, comme on dit ici chez nous. Puis dans le domaine du cloud, quand on fait des réservations d'instances, tu sais, typiquement, quand tu payes un serveur au mois, l'hébergeur de l'autre côté, il peut pas, tu sais, il faut qu'il garantisse qu'un mois sur l'autre, tu vas être là. Alors, il achète plus. Alors, il fait du surapprovisionnement. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle réserver une instance. Alors, quand tu réserves un serveur, exemple, si je suis chez AWS, tu peux lui dire, je te garantis que je vais le prendre pour l'année. Alors là, de l'autre côté, le commercial, il fait une démarche en disant, je te fais un rabais de tant % parce que je sais que pour toute l'année, j'aurais pas besoin à surapprovisionner de mon côté. Alors, tu vois, c'est là où je trouve Apple un peu chiche. Bon, maintenant, c'est Apple. C'est ça. C'est vrai que moi, même sur mon site, je propose un abonnement à 9 € par mois qui amène beaucoup d'avantages. Par exemple, les formations à moitié prix. Donc, en général, pour me garantir un revenu régulier, j'ai vraiment forcé sur cet abonnement qui est hyper avantageux. Mais c'est vrai que j'ai fait une formule mensuelle et une formule à l'année où tu as 2 mois gratuits. Du coup, voilà. Ça me paraît logique quand les gens s'engagent sur un an de leur faire un petit geste commercial. Ensuite, après, on a les abonnements aux plateformes de vidéo à la demande. Donc là, il y a pléthore. Oui. Netflix, Prime Video, Paramount, Disney+, OCS, je sais plus, il y en a tellement. Ouais. Comment tu gères ce type d'abonnement? Dans le cas de des films, Apple TV+ vient avec Apple One, alors ça, lui, je le paye mensuellement. Netflix, c'est vraiment comme la base dans la famille. Ça fait trop d'années qu'on l'a. Les gars écoutent. Alors lui, je le paye mensuellement à tous les mois. Lui non plus, il n'y a pas une affaire annuelle. Mais par contre, Disney+, j'attends de voir qu'il y ait une série qui m'intéresse pour prendre un mois d'abonnement. Alors lui, c'est un peu différent. C'est là où j'aime avoir des mensualités ou des abonnements mensuels. C'est quand je peux prendre un service pour un mois. Exemple, le service pour les applications, on va en parler un petit peu plus tard, mais cette app,
SETAPP, qui est une espèce de Netflix des applications. Ben, des fois, au lieu d'acheter l'application, je me prends un abonnement d'1 mois avec cette app. Je peux utiliser l'application, puis je sais que je la réutiliserai pas dans l'année. Alors, je me permets de prendre un abonnement une fois de temps en temps, un peu comme Disney+. Disney+, il n'y a pas tout le temps des bonnes séries pour le pays. Je trouve que ça le justifie pas à l'année, moi. Ouais, moi je suis un peu comme toi. Alors le Netflix, ma nièce y accède, donc. Attention, bientôt elle pourra plus. Hein. Bah écoute, tant qu'on, non, je partage avec une personne, ma nièce qui a 17 ans, ça va. Ah, mais ils vont bloquer de manière géolocalisée. Là. Ouais, je sais, on verra quand est-ce que ça sera mis en place et on verra d'ici là comment. Bon, je pense que je vais dire à sa mère, allez, ta fille elle veut Netflix, tu payes. Hein. Ouais. Mais globalement, Netflix, c'est vrai que c'est l'abonnement que je ne résilie, enfin que je mets jamais en pause. Par contre, c'est vrai que Paramount, Disney+, OCS, là, c'est vraiment d'un mois à l'autre. Et on va y venir. Il y a une façon assez simple de gérer ce type d'abonnement grâce à Apple. Et on va en parler après. Ensuite, on a les abonnements aux applications. Donc, on en parlait avec Final Cut Pro, avec des abonnements mensuels. Moi, j'ai une application que j'utilise plusieurs fois dans l'année, c'est Ulysse. C'est une application d'écriture. Ça doit coûter 8 € par mois. Et en fait, je l'active quand je dois... C'est souvent quand je dois écrire un livre au format EPUB. Donc, c'est hyper simple d'écrire dans Ulysse. Il nous fait un livre au format EPUB en 2 secondes. Enfin, c'est vraiment le top au niveau écriture et publication. Mm-hmm. Ok, je savais pas qu'il faisait du EPUB. Ouais, en fait, quand t'exportes, tu choisis EPUB et voilà, il te fait un pub. C'est cool. Trop bien. Et tu peux personnaliser des styles. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Et du coup, dans cette application, moi, je dois l'activer, l'abonnement, peut-être 2-3 fois par an, en suivant les livres que j'écris. Mais c'est le genre d'application où, en effet, je ne vais certainement pas rester abonné toute l'année parce que je m'en sers pas toute l'année. Donc, pour les apps, c'est ça. Au-delà de la VOD, où là, il y a un truc intéressant qui vient de sortir, on va se réabonner. Les apps, faut vraiment pas hésiter à contrôler votre usage pour savoir s'il faut rester abonné ou pas. Pour en tirer profit, en fait, parti, en fait, parce que c'était la promesse, hein, initialement, quand on disait, des applications mensuelles, vous avez juste à le prendre un mois, vous en avez besoin, et puis, l'avantage aussi, puis on le dit pas assez, c'est que dans le cas des applications, de payer le créateur, ça y fait une source de revenus stable, ce qui lui permet, in fine, de produire des mises à jour. C'est aussi la promesse, hein, les mises à jour de sécurité, des mises à jour de fonctionnalités. Bref, ça peut être intéressant aussi cet axe-là. Moi, au niveau des applications, j'ai Raindrop, InnoReader, que je regarde mes trucs là, IFTTT dans mes applications, que mon gestionnaire de mots de passe que je paye. J'en paye quand même pas mal. T'en as pas mal, hein. Ouais, quand je vois ta liste là. J'en ai pas mal. Puis, on n'en parle pas, mais Apple Care Plus, en France, vous êtes un petit peu moins... ça vous touche un petit peu moins peut-être parce que vous avez déjà de base, je pense, 2 ans de garantie sur tous vos produits. En Amérique du Nord, c'est plus compliqué faire respecter des garanties. Alors, Apple Care Plus, c'est quand même intéressant chez nous. Là, ils sont passés à l'abonnement mensuel. Alors, avant, tu t'achetais un iPad, ça te coûtait 130, 200 $ de plus, puis tu avais ta garantie. Tout dépendant du produit, hein, je lâche un prix comme ça, là. Maintenant, c'est mensuel. Alors, mon iPad, je le paye par mois 6 $, le Apple Care Plus. Et puis, mon MacBook Pro, je me dis, lui aussi, je vais le prendre mensuel. Non, lui, chez Apple, le MacBook Pro, c'est à l'année, il faut le payer. Ah oui, d'accord. Alors, il y a ces genres d'abonnements de plus en plus chez Apple. Ouais, c'est vrai que mis bout à bout, c'est énorme. Hein. J'imagine même pas l'argent qu'ils se font. Je me dis, mais c'est le service, mais même 99 centimes par mois, il y a combien de clients qui payent ça pour iCloud ? Ça doit être colossal. Franchement, ça doit être colossal, l'argent qui rentre chez eux. Ouais, c'est vrai qu'il y a Apple Care Plus. C'est vrai qu'en France, en fait, ça nous prolonge la garantie. Alors, je trouve que c'est très complexe à comprendre déjà. Clairement, je me suis déjà plongée dans le sujet plusieurs fois et j'ai laissé tomber parce que... C'est très français, ça. Il faut que je regarde un tuto là-dessus parce que... Franchement, non, c'est vrai. Je trouve que les formules d'Apple Care Plus, c'est très compliqué en sachant en effet qu'on a déjà 2 ans de garantie en Europe et ça nous ajoute 1 an de plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Non, c'est ça. Vu le prix de l'Apple Care Plus qui peut monter à 200, 300 €, c'est hyper cher. Donc, moi, c'est vrai que c'est le genre de choses que je pas. Je essaye de prendre soin de mon matériel au maximum. Jusque-là, ça va bien, mais...
Ouais, ben c'est toujours la même chose. Tu achètes un produit d'un certain prix, puis tu as tout le temps tu sais, celui qui gagne, c'est celui qui les prend jamais, puis qui assure le risque lui-même, là, dans le fond, qui va réparer quand... c'est pas comme une mutuelle où là, c'est vital. Je veux dire, bon, si mon iPad, il se casse, hein, je veux dire... Non, parce qu'il y a des gens, je connais quelqu'un qui pensait comme ça, qui disait, bah non, en fait, au lieu de payer une mutuelle santé, je mets la somme de côté par mois. Oui, sauf que non. En fait, parce que quand tu te casses la jambe ou tu te pètes une dent et que tu dois sortir 3 000 euros, tu te dis, ah mince, la mutuelle, c'était bien, en fait. Est-ce que je peux m'abonner maintenant? Ah non, trop tard. Bon. C'est ça. Bon. Bref. Sinon, il y a un autre type d'abonnement qui arrive aussi, c'est les jeux. Oui. Alors, on a Apple Arcade qui est intégré dans Apple One. Et je commence à m'y mettre. D'ailleurs, j'ai testé pas mal de jeux dernièrement. Donc, pareil que Apple TV+. Voilà, c'est dans l'Apple One. Donc, bon, moi, je résilie pas. Enfin, je garde puisque maintenant, il y a le cloud dedans. Enfin, bref, ils nous ont... on est pris, faut abdiquer. Là. Ils ont gagné. Vous avez gagné. Prenez notre argent, allez-y. Et concernant les autres jeux, c'est souvent quand même plutôt des achats intégrés. Où tu peux acheter des pièces d'or, des machins, des bonus, des trucs qui explosent. Voilà, tu sors 2 €. Moi, je me fais avoir très souvent. Ouais. C'est terrible. Ouais. Ben, tu vois, j'ai eu cette discussion-là avec mon fils qui était très sur Fortnite. Puis, je veux le pack pour avoir le nouveau costume avec la nouvelle arme. Puis tu sais, au début, j'achetais. Puis après ça, je disais, Mathis, ça va te donner quoi physiquement? Est-ce que tu as plus de plaisir à jouer? Ben non, mais j'ai un nouveau costume, tous mes amis le voient. Je fais, ouais, mais c'est différenciant, je comprends, mais je veux dire, en termes de plaisir, le gameplay, là, Mathis, est-ce que t'as plus de plaisir ou... Ben, je suis différent. Oui, mais tu sais, j'essayais de ramener ça sur factuellement, est-ce que t'aimes jouer plus grâce à ça? Ben, lui, c'était plus parce que c'était un outil social qui utilisait ça. Alors, ouais, les achats intégrés, faut faire attention par rapport à ça. Puis, dans les achats intégrés, moi, j'ai trouvé ça super cool, puis du très bon service de chez Apple. Ça m'est déjà arrivé, justement, mon garçon qui a fait un achat in-app par inadvertance. Alors, on peut le régler pour pas que ça arrive, là, mais jusqu'à cet événement-là, je le savais pas qu'on pouvait le régler à l'époque. Et puis, il a fait une dépense de 60 € dans une application in-app. Puis quand j'ai vu la facture, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai demandé, puis il me l'a expliqué. J'ai écrit au service Apple, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de problème, on vous rembourse. Mais regardez, la prochaine fois, activez cette et puis ça, j'avais trouvé ça super cool. Et puis généralement, pour les gens d'abonnement, pas les abonnements, mais les achats qu'on fait par erreur, Apple, ils sont pas chiches, par exemple, au niveau de leur service après-vente. Oui, de toute façon, légalement, tu as 14 jours pour être remboursé et demander un remboursement. J'ai fait un tuto là-dessus, qui est un peu vieux maintenant, mais qui marche toujours bien, où en gros, de toute façon, quand tu fais un achat chez Apple, tu reçois une facture par mail, et tu peux cliquer sur signaler un problème et te faire rembourser, et t'as même pas à te justifier, en fait, ils sont super cool, donc n'hésitez pas si vous faites en effet des achats in-app, des achats intégrés, par inadvertance ou que vous regrettez, alors bien sûr vous perdrez l'avantage du jeu ou l'avantage de ce que vous aviez eu, bien sûr. Hein. Mais clairement Apple, je pense qu'ils ont assez d'argent pour rembourser sans problème. Hein. On va dire ça comme ça. Ouais, mais Apple rembourser. Ouais, ça c'est clair. Ça fait partie du jeu, puis ça fait partie aussi du. Tu sais, il y a beaucoup d'actualités sur le fait que l'App Store, on devrait pouvoir avoir d'autres App Store, des alternatives chez Apple. Oui. Encore faut-il qu'ils offrent les mêmes services puis la qualité de service que les autres. Ça, c'est clair. Ouais. Là, avec iOS 17 qui va sortir, 16 non, 17. En Europe, on aura apparemment on aura un iOS différent, puisque l'Europe veut imposer à Apple la possibilité d'avoir d'autres stores. Donc on en reparlera bien sûr, mais à mon avis ça va pas être simple. Ça va pas être simple et ça risque de jouer sur la sécurité d'iOS, et ça c'est ce que je crains le plus. Tu penses qu'ils vont le faire un petit peu à la réparabilité des iPhones, où ils te fournissent un kit, et ça coûte 5 000 €, et là ils vont te fournir un kit pour pouvoir mettre une nouvelle boutique, tu vas recompiler ton iPhone, tu vas avoir plein de messages qui disent faites attention, vous allez le détruire. Je suis sûr qu'ils vont nous préparer un truc comme ça, juste pour être correct au niveau légal, mais assez pour que personne le fasse vraiment.
En fait, il y a un double problème, tu vois, c'est que en France, quand tu proposes un abonnement, tu dois le mettre au même prix partout. Ouais. Et tu vois, l'autre jour, j'ai soutenu un créateur sur Twitch, et si je m'abonnais depuis mon ordinateur, depuis mon navigateur, c'était 3,99 € par mois. Mais si je m'abonnais depuis l'iPad, c'était 4,19 €. Donc, ils ont fait les 30% d'Apple, en fait, ils les mettent dans le prix. Donc, c'était pas le même prix. Donc, légalement, c'est un peu risqué de ce qu'ils font. Parce que normalement, un abonnement, c'est le même prix partout, peu importe la plateforme. Donc, il va y avoir ces problèmes-là aussi des 30% d'Apple. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça va être intéressant de voir comment ils vont proposer ça. Et en effet, s'ils vont mettre des grosses bâtons dans les roues des développeurs, on verra. En tout cas, il y a une façon bien simple, clairement, de gérer vos abonnements à partir du moment où vous le faites depuis l'un de vos appareils Apple et que l'application est disponible sur l'App Store. Je vous conseille fortement de régler vos abonnements avec votre compte Apple et non pas en vous rendant sur le site, par exemple netflix.com. Ne vous abonnez pas à partir du site de Netflix, abonnez-vous depuis l'application, parce qu'ensuite, quand vous allez sur votre iPhone ou votre iPad, aller dans l'application Réglages, votre nom, vous avez une ligne abonnement, et là, vous avez la liste de tous les abonnements que vous avez souscrits à travers votre identifiant Apple. Et ça, c'est chouette. Ouais, franchement, c'est trop bien. D'un mois à l'autre, faire annuler abonnement, et vous pouvez le reprendre 2 mois après ou 3 mois après. Et ainsi, vous avez tous vos abonnements regroupés au même endroit. Moi, je l'ai pas fait pour Netflix et je regrette, parce que du coup, je suis toujours obligée d'aller... c'est pour ça, je pense que je résilie pas vraiment Netflix, parce que du coup, je suis obligée d'aller sur le site, c'est un peu plus compliqué. Alors que si on a regroupé tous nos abonnements à travers notre identifiant Apple et qu'on a payé à travers Apple, en fait, on peut les gérer hyper facilement, donc faites-le, pensez-y si vous prenez des nouveaux abonnements. Puis, dans un article de Wired, je m'en rappelais qu'on pouvait le faire, mais cet article-là, pour préparer l'émission, je m'y suis plongé dedans. Quand vous êtes dans votre abonnement, en fait, dans la page sur votre iPhone, sur votre tablette ou sur votre Mac, pour éditer vos abonnements, justement, vous pouvez éditer l'abonnement, et quand vous l'éditez, parfois, il y a des sous-abonnements que vous ne connaissiez pas, qui peuvent être super intéressants et peut-être beaucoup plus payants, beaucoup plus avantageux pour vous. Exemple, dans l'article du Wired, il explique que Calm, l'application de méditation, quand on arrive dans l'application, on peut s'abonner. Ça coûte 15,99 € par mois, ou il vous offre à l'application, par exemple, à 35,99 €. Quand vous allez éditer l'abonnement dans l'application d'Apple, vous avez tous les forfaits possibles qui vous sont accessibles pour vous. Alors, dans le cas de Calm, on le voit dans l'article, il y a Calm Premium, mais il y a aussi un Calm différent de base, avec un abonnement un petit peu moins cher. Alors, vous pouvez peut-être gérer plus facilement vos abonnements. Et puis, des fois aussi, il y a des promotions. Je vais être une de mes histoires qui est intéressante. J'utilise l'application pour apprendre les langues Busuu, B-U-S-U-U. Et je suis pas abonné, ils me donnent aucun argent pour ça. D'ailleurs, je devrais peut-être leur dire que je fais tout le temps de la promotion de leur application pour peut-être qu'ils me fassent un petit cadeau. Mais bref, dans Busuu, j'ai été une fois dans Edit Subscription, édition de votre abonnement. Et il y avait une promotion, il y avait un abonnement promotion 50% de rabais. Mm-hmm. Alors, j'ai cliqué, j'ai switché tout de suite, ça a marché, et j'ai pu bénéficier du 50% de rabais. Alors, en plus d'aller les centraliser, il peut y avoir aussi des avantages pécuniaires qui peuvent être non négligeables. Oui, pendant que tu expliquais ça, je suis allée voir justement, et en effet, par exemple, je me suis abonnée à Ivory sur l'iPhone pour une année, c'était 18 €. Bon, je me suis dit, voilà. L'application pour Mastodon, ça, elle est très, très bien. Ouais, elle est très bien. Et en effet, il y a une option qui s'appelle afficher tous les forfaits. Donc, quand tu appuies dessus, tu peux repasser à un abonnement plutôt mensuel, annuel ou iOS plus macOS. Donc, en effet, il y a des options. Il y a tous les forfaits disponibles qui s'affichent. C'est super bien fait et on peut résilier ou réenclencher un abonnement hyper facilement avec une autre formule. Donc, c'est vraiment bien. Ouais, c'est un des avantages de faire affaire directement par Apple. Puis, généralement, pour les grosses plateformes,
effectivement, le prix change pas, que vous le fassiez en dehors de la plateforme ou directement chez Apple, le prix change pas. Par contre, je veux juste vous mettre en garde d'expérience, OK? Moi, ça va bien. J'ai Apple Télé, j'ai des HomePod, j'ai un Mac, j'ai un iPad, j'ai ça, tout va bien. Mais il m'est arrivé d'avoir, exemple, des box différentes pour écouter la télé. Puis mon abonnement, quand je le prenais par Apple, ben, je pouvais pas le voir sur la box différente de l'écosystème Apple. Alors, si vous êtes à cheval entre deux écosystèmes, peut-être faites attention au niveau des abonnements vidéo, Netflix et ainsi de suite. Là, si vous prenez une télé Samsung puis que vous avez l'OS Samsung, ben, ça va être compliqué d'apporter votre abonnement Netflix que vous avez pris avec votre téléphone. Bref, juste faire attention. Moi, ça va bien. Audrey, ça va bien. On est dans l'écosystème complet. Oui. Ben, en fait, je sais pas, parce que si je voulais partager mon abonnement Disney+, que je paye avec Apple, si je donne mon identifiant et mon mot de passe à la personne, elle pourra se connecter. Je vois pas trop le rapport avec le paiement, en fait. Moi, ça passait pas pour Disney+, d'ailleurs. Ah oui. Ok. Ah ben, je testerai. J'irai tester chez quelqu'un. Mais oui, c'est vrai que t'as raison. Quand on est dans un écosystème, c'est vrai qu'il faut faire attention. Après, bien sûr, on peut toujours résilier et recréer un compte. Hein. C'est pas non plus... même si on perd l'historique de notre liste, c'est pas grave. Non. On peut refaire l'algorithme. T'avais fini ta partie de ton dossier, hein, je pense, Audrey? Oui, en fait, la dernière partie, c'était sur pourquoi les abonnements explosent. Et en effet, aujourd'hui que tout est dématérialisé, on est un peu obligé. Après, je pense que le modèle YouTube est un peu en train de se casser la gueule, parce que tu parlais de YouTube Premium. Moi, si je regarde depuis que j'ai ma chaîne, l'argent amené par YouTube Premium, mais c'est 0,5% ah ouais? Merde. Des revenus. Alors c'est très bien, hein, c'est une bonne façon de soutenir les créateurs, mais il faudrait vraiment que tout le monde soit abonné à YouTube Premium, mais je pense que ça paiera jamais autant que de la pub. Malheureusement, on en est là. Et pour moi, YouTube, il faudrait qu'ils revoient leur façon de soutenir les créateurs en proposant, par exemple, même si on n'a pas le nombre d'abonnés pour faire une communauté, etc., qu'on puisse s'abonner à une chaîne et verser, par exemple, 2 € par mois pour cette chaîne, tu vois. Ça manque. Alors, il y a le bouton merci, hein, maintenant, sous les vidéos, donc je sais que les gens sur ma chaîne l'utilisent souvent, et merci à eux. Mais je pense qu'à un moment, les gens, ils font vraiment une overdose de pub, et il faut trouver d'autres solutions, parce que YouTube, c'est trop. Même si, en tant que créateur, on peut choisir de mettre des vidéos ou pas, à quel moment, au milieu de la vidéo, etc. Des pubs, tu veux dire? Des pubs, oui, j'ai dit des vidéos. Oui, pardon. Oui, des vidéos dans les vidéos, c'est pas terrible. Si on peut mettre des pubs, on peut gérer, en fait, les publicités assez bien, mais je pense qu'il est temps que YouTube propose une autre formule de soutien aux créateurs. Oui, effectivement. Oui, puis ils sont en train de faire du gros forcing au niveau des publicités. Là, il va y avoir des nouvelles publicités qu'on peut plus passer à la télé. Tu sais, il y a des publicités qu'on peut passer. Ben là, ils vont forcer certaines publicités, 30 secondes. On revient à certains modèles économiques. Peut-être que l'abonnement va peut-être disparaître finalement pour certaines applications ou plateformes. Ben, merci Audrey. Oui, effectivement, moi j'ai passé un peu ce que je voulais parler dans le dossier à travers de tout ce qu'on a parlé. Bon, je regarde, hein, j'avais sorti les avantages et inconvénients grâce à mon super outil ChatGPT. Évidemment, j'ai parlé de la commodité. On est dans ça je voulais peut-être l'aborder. On est dans une évolution de comportement des consommateurs. Les gens sont de plus en plus habitués de payer des abonnements, et puis c'est correct pour les créateurs, tout va bien. Mais je trouve ça quand même un petit peu bizarre qu'on se dise « Ah, les abonnements, il y en a beaucoup, et ainsi de suite. » Parce que, est-ce que c'est vraiment nouveau? Tu sais, l'électricité, l'eau, une automobile, les frais médicaux, les frais bancaires, ça a toujours été là, des abonnements mensuels. Le modèle était là. Ouais, le modèle était là, mais ce sont des choses indispensables. Oui. Ce qu'on fait en ligne, le contenu, c'est comme aller au cinéma, en fait, ça reste... Enfin, je pense que pour les gens, s'abonner au Club d'Audrey ou à sa chaîne YouTube ou Enfin, ça reste du loisir. Et donc, quand on accumule, je pense, trop de loisirs, au bout d'un moment, on peut se dire, non, en fait, ça me coûte trop cher. Par contre, mon abonnement à l'eau, c'est vital.
Tu vois, la formule existe depuis longtemps, mais l'usage est différent, quoi. Mais je suis pas d'accord. Moi, Audrey, tiens, pour une fois, là, je suis pas d'accord. Parce que tes logiciels de création, c'est pas de l'amusement, c'est pas du divertissement. Il y a des abonnements que tu vas payer. On parlait de logiciels d'édition, de logiciels de sécurité. Il y a des choses qui sont nécessaires. Je pense que... Moi, je pense que c'est juste simplement une évolution du fait que les gens, quand Internet est arrivé, tout devait être gratuit, puis ça devait rester gratuit. Hein, on paiera pas, on va pirater, et ainsi de suite. Le modèle d'abonnement a fait une certaine conscientisation au niveau des utilisateurs à dire, ben, oui, c'est des choses qu'on devrait payer, et je pense que ça a habitué les gens à les payer, puis au niveau de l'industrie, je pense que c'est bon, du numérique au complet, là. Je l'englobe, là. Oui, il y a le divertissement dans le numérique, mais il y a aussi autre chose que le divertissement. Les formations, tes formations, c'est essentiel pour certaines personnes de les faire. Tu sais, pour comprendre, pour pouvoir travailler. Alors, je pense que, au même titre que l'eau, que l'électricité, il y a des choses numériques qu'on ne payait pas, qu'on prenait pour acquis. Parce que soit on les piratait, ou parce que soit on prenait de la publicité qu'on regardait pas. Et puis, ben, je pense que ça nous a peut-être fait changer un peu notre mentalité par rapport à ça. Oui, c'est vrai que, alors en effet, quand tu parles de logiciels d'écriture ou de montage, c'est des logiciels professionnels qui sont intégrés dans mes frais professionnels. Donc, pour moi, c'est pas, oui, en effet, c'est pas du tout du loisir. T'as raison. Je pensais plus vraiment au grand public, Netflix, quoi, si tu veux, qui utilisent différents services et qui, oui, en effet, au bout d'un moment, peuvent se dire, ça commence à faire cher. Mais en effet, on est peut-être dans une transition. Au mauvais moment de la transition, j'ai envie de dire, et puis peut-être que dans 5 ans, ça sera juste normal, en fait, de payer pour avoir quelque chose, comme c'était le cas depuis toujours, en fait. Voilà, effectivement. Bon, ben très bien, j'ai passé mon point, et puis je pense que j'étais un petit peu rallié à l'idée, alors c'est cool. On va rester sur la belle note, puis on va parler de la pensée, réflexion du mois, de la semaine, en fait. Ben, t'en as parlé au début. Je pense que t'es en train de passer tous les niveaux. T'es en train de passer ta vie en ce moment sur cette plateforme-là. Parle-nous un peu de ce que tu voulais nous dire. Je suis foutu. Je n'ai plus de vie sociale. Je me couche à 2h du matin. Ah là là, c'est terrible. Eh ben, Nintendo a sorti le Zelda que l'on attend depuis 2 ans, hein, la suite de Breath of the Wild. Désolé pour l'accent. Et donc, on a Tears of the Kingdom qui est sorti vendredi dernier. Et ça fait une semaine que je fais waouh, trop bien. Ah ouais? Ouais. Faut que je l'achète. Déjà, le premier opus, c'était une très très belle aventure, c'était incroyable. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que ils vont satisfaire à la fois les gens qui ont passé 300 heures sur le premier opus, et les nouveaux qui découvrent Zelda avec ce jeu-là. Donc c'est un jeu sur Switch, hein, j'ai pas précisé, c'est pas sur iPhone ni iPad. Non, ouais. Il est génial parce qu'en fait, il est un peu plus complexe au niveau il faut avoir un esprit pratique. Il est un peu plus complexe mais il valorise plus le joueur, je trouve, parce que dès le premier plateau qu'on doit faire, dès le premier, on est sur une île au départ, sur l'île Céleste, dès le début, en fait, il nous explique beaucoup de choses, on a des pouvoirs dès le début, alors qu'avant, il fallait... Les accumuler en fonction de ce qu'on découvrait. C'est ça. En fait, il est plus valorisant pour le joueur. Avant, il fallait s'accrocher. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient commencé le Breath of the Wild, on se dit, et puis bon, au bout de 10h, 20h, ils se disaient non, mais je l'ai abandonné, moi. Je l'ai abandonné. Voilà. Typiquement, voilà, exactement, tu tombes bien. Je pense que tu l'as abandonné parce que t'avais pas assez de moyens au début pour avancer facilement. Et là, comme on a des pouvoirs dès le premier plateau, on peut vite progresser et on peut vite avancer dans l'aventure. D'autant plus qu'apparemment, il est encore plus long que le premier. Bon. Donc, ouais. Mais franchement, je me régale et... On parlait de prix tout à l'heure, d'abonnement. Là, c'est un jeu que je crois que le prix grand public, c'est 69 €. Moi, je l'ai trouvé en promo à 52 €. Et 52 € pour des centaines d'heures de jeu, c'est largement rentabilisé. Est-ce que tu as l'abonnement Switch Online? Oui. Ah ouais, un autre abonnement. Oui, pour les sauvegardes, tu vois.
pour les sauvegardes et pour l'accès à tous les jeux des vieilles consoles Nintendo, ouais, c'est 3,99€ par mois. Et c'est vrai que celui-là, par contre, comme il est géré indépendamment de tout mon matériel Apple, je le laisse courir, mais il me semble qu'il le désactive au bout de 6 mois si on n'a pas utilisé la console. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, moi j'avais eu ça, en fait, un jour j'ai réutilisé ma console, parce que ça peut m'arriver de passer plusieurs mois sans l'utiliser, et je me suis dit, mais tiens, en fait, je paye plus, et ça se désactive automatiquement au bout de je crois que c'est 6 mois. Ah, ok. Ben, tu vois, moi aussi, je l'ai. Cette année, je les ai trouvés chiches parce que il y a le plan où t'es tout seul, t'as le plan famille, puis il y a un plan famille premium plus, truc machin chouette où je me suis fait avoir l'année passée, puis j'ai dit, ah merde, je le prends pas. Ça donnait accès à l'époque juste aux nouvelles plateformes Sega, je pense. Aux anciennes plateformes Sega. Et cette année... Nintendo, ouais. Ouais, ben, non, ils ont aussi Sega dedans, Genesis. Quand tu prenais le Premium Plus, là, t'avais les vieux jeux avec Sonic et ainsi de suite. Puis j'ai dit, je joue pas vraiment avec... je suis de l'écosystème Nintendo, je suis de l'école Nintendo, je vais voir les films encore de Mario Bros au cinéma dernièrement. Alors, je suis vraiment Nintendo. Puis, cette année... Là, grosse annonce, là, il y a Golden Eyes de Nintendo 64 qui arrive sur la Switch Online. Je fais, wow, c'est cool! Mais il faut prendre l'abonnement Premium Plus. Tous les autres jeux des anciens jeux Nintendo sont sur le Switch normal, mais Golden Eyes est sur le Switch Premium Plus et pourtant, bon, bref. Mais ben tu me fais plaisir je vais jeter un œil parce que moi j'étais revenu à Legend of Zelda Link's Awakening. Ouais, j'ai beaucoup aimé, je l'ai fini aussi. Ouais, lui j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors si tu me dis que le nouveau, je vais peut-être en redonner un coup, mais en général les Zelda à la 3e personne, j'ai toujours un peu de la misère. Tu sais quand c'était sorti sur la GameCube, il y avait eu un qui était sorti en 3e personne, c'était Masque, je sais plus trop quoi là, c'était un cœur en mauve en masque, je me rappelle plus le nom là. Un des Zelda, puis lui aussi j'avais de la misère à 3e personne comme ça en arrière, mais bon. Si tu me dis qu'on a déjà tous les pouvoirs dès le début, ça m'intéresse. Ben, en fait, oui, c'est ça qui est génial, c'est que vraiment contrairement au premier, quand t'étais sur le plateau du prélude, t'arrives dans une immensité, t'es là avec ton caleçon et ton bout de bois, et ben vas-y pour tuer des monstres et tout avec ça, et tu mettais un temps fou à avoir la bonne épée, ton armure et tout, fallait s'accrocher, quoi, vraiment, il y a plein de gens, je te dis, qui ont abandonné. Et là, je pense qu'ils l'ont compris, et ils ont corrigé le tir, puisque sur le premier plateau, on est sur une île céleste et on fait 3-4 sanctuaires et on a déjà des pouvoirs, on a 4 pouvoirs magnétisme et tout, enfin on a des pouvoirs dès le départ. Donc en fait dès qu'on redescend de cette île-là et qu'on arrive sur le plateau de Hyrule, et ben on est déjà armé, voilà, on peut vraiment avancer quoi. Là je viens de tuer un énorme monstre avant qu'on enregistre et ça fait que 20 heures de jeu, si tu veux, donc c'est rien par rapport... Ça, c'est cool. Ouais, donc on est plus vite dans l'action, on est mieux équipé, je suis contente qu'ils aient corrigé ça, et surtout, c'est toujours aussi magique, et puis il y a plein de nouveautés, quoi, voilà. Et jette un coup d'œil quand même, regarde quelques vidéos, tiens d'ailleurs, je me suis abonnée justement à la chaîne Twitch de Antistar. Donc c'est un ancien journaliste de jeuxvideo.com qui s'est lancé à son compte. Donc je me suis dit allez, je vais le soutenir pour son lancement de son activité. Et il a fait un live de 12 heures en lançant le jeu. Et tu peux regarder, c'est en libre accès. Et en fait, moi j'ai commencé à jouer avant de regarder son live parce que je voulais pas qu'il me spoil des choses. Mais voilà, si tu veux avoir une idée à peu près de ce que ça donne, tu peux aller voir sa vidéo, je la mettrai dans les notes de l'émission. C'est cool. Bon, écoute, moi, la partie pensée-réflexion, je vais la garder pour dans 2 semaines. On va s'en parler dans 2 semaines. Là, on a fait un bon tour de Zelda et ça fait plaisir. Fallait laisser la place à Zelda quand même. C'est un classique. Est-ce que tu as la petite console? La toute petite? Moi, je l'ai acheté dernièrement de poche. Zelda anniversaire. Non, elle est chouette. Elle est vraiment chouette. Non. Je te la conseille.
pour les amateurs. Là. Et j'ai le livre Zelda avec toute l'histoire de Zelda. Mais tu devrais adorer ces 2 opus-là. Qu'est-ce que tu fais? Bon, par contre, t'as plus de vie. Hein. Mais j'en ai déjà pas beaucoup. C'est ça, tu mets les enfants dans leur chambre, ta femme devant une série, et t'as plus de vie et tu te couches à 3h du matin et c'est dur. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Bon, alors, on vous rappelle en fin d'émission que vous pouvez nous soutenir pour nous payer, qu'on puisse se payer le nouveau Zelda avec le gros bouton jaune. Hein, n'hésitez pas. On parlait d'abonnement. Comme disait Audrey, à la place d'un 10 € une fois de temps en temps, peut-être juste 1 € par mois en mensualité. Ça va être super intéressant. On vous rappelle aussi que les 5 étoiles sur iTunes, ça c'est gratuit et ça fait très plaisir aussi. Et puis, Audrey, où est-ce qu'on peut te rejoindre dans la vie réelle pour parler de Zelda, tiens, par exemple, pour donner des trucs, pour échanger des trucs Zelda? On peut te rejoindre où? Alors, avec plaisir, on peut parler de Zelda sur Twitter, @AudreyCoulot, ou sur Mastodon aussi, @AudreyCoulot. Et par contre, pour le côté pro, c'est appleavec-audrey.fr. Excellent. Quant à moi, profduweb.com, profduweb.com. Mastodon, Vero, Instagram, tout ce qui va bien pour me contacter. Et puis, il y a un formulaire de contact. On ne l'a pas rappelé, mais je vais le dire. Si vous voulez nous joindre aussi, AppleDiff, l'équipe, c'est-à-dire Audrey et moi, applediff.com. N'hésitez pas à aller sur notre site. Vous allez avoir tous les liens qui vont bien, et notamment celui dont on vous parle depuis le début, le gros bouton jaune. En tout cas, Matt, félicitations, t'as très bien géré cet épisode malgré les virus, malgré le virus que tu as et que tu es malade. Bravo, c'était bien. Merci. Allez, dans 2 semaines. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.